Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 6e numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis toujours RCAP et je suis toujours accompagné de Maître Likao, Hola tout le monde! Anna-June Barker Bonjour. et Céladon. Salut. Alors cette fois-ci on revient sur l'épisode 6 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Faut devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je vais donner la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Alors avant de commencer, je voulais faire un big up comme on dit à Tupux. C'est notre premier commentaire 5 étoiles. Bon, pas sur Apple Podcast, hein, sur Podcast Addict. Il nous dit, attention, c'est très court. Excellent podcast. Voilà, clair, précis. Je vous avoue que c'est sûrement une question d'ego ou je ne sais quoi, mais on a déjà eu des commentaires sous les vidéos YouTube ou sur les Discord. Mais le premier commentaire 5 étoiles, comme on dit dans le game du podcast, ça fait quelque chose. Oui. Merci beaucoup, Toupou. Ou Toupux, on ne saura jamais. Et alors, en parlant de commentaires, je voudrais faire un grand merci général. Je vais le faire en package bundle à toutes les personnes qui nous font plus ou moins régulièrement des petits retours sur le podcast. Eh bien, sachez que ça nous rend heureux. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Merci à Redding, Bagriel, Nila, Alaya, Bulgrose, Gruik, Gibon et Morgane sur le Discord de Fibre Tigre, Flimic et Laurie Bonnette sur Twitter, Chloé MGR, Flavien aka DJ Cactus et Christelle RSL sur Insta, et puis notre serial commenteur sur YouTube, Juventin au 113. Ça me fait un peu du mal de dire merci à un Juventing, mais pour toi je veux bien dire merci. Et puis on continue d'avoir la chance d'être soutenu par un like par-ci par-là de la part de Adibou et de Mimi, qui sont donc des joueuses de Game of Roll, et ça fait toujours plaisir. Voilà, la grosse bise sur toutes ces personnes, sur vos descendants et sur votre chèvre, comme dirait Mouchou si vous avez la ref. Et j'en profite pour rajouter remerciements Sheol et On, point d'exclamation, et toute la team du Discord de la Dice Rolling Tea, cœur. Merci beaucoup tout le monde. Là, je fais un petit bisou à Zoé et Garance parce que c'est vous qui me faites des retours. Bisous, bisous. Alors cette semaine, l'épisode s'intitule Marine marchande et enfants perdus. Il a une durée de 2h51 minutes. Alors, Anna-June, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Du coup, je trouve cet épisode 6 plutôt bon globalement. Il peine un peu à démarrer, je trouve. La première demi-heure, elle est un chouïa laborieuse. Mais une fois qu'ils sont face aux géants, je trouve que ça devient vraiment très chouette. Les événements s'enchaînent super bien et puis il y a plein de fous rires. On a droit à plein de moments cultes, donc c'est très cool. L'équipage s'agrandit aussi, et c'est le début de ce que l'âme va appeler l'arc One Piece de l'aventure, où on embarque un nouvel élément à chaque port, et c'est très cool. Moi, c'est un aspect de Game of Roll que j'aime beaucoup, qui fait pas l'unanimité, mais que j'apprécie personnellement. Et puis je me souvenais pas qu'il se passait autant de trucs dans cet épisode. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais les épisodes qui se passent entre deux grandes villes, j'ai eu longtemps tendance à les relier au rang d'épisodes un peu bouche-trou, et je les ai beaucoup moins réécoutés. Mais en réalité, c'est bien le contraire, et c'est un très bon épisode. Et toi, Maître Likao? Aussi un épisode très plaisant. J'aime en particulier aussi la partie Naporia et Petite Poule. Un épisode où la compagnie des aventuriers apprend à la dure les ficelles du commerce, doit faire face aux conséquences de leurs actes parfois manqués, le karma. Ils vont faire un point lore aussi avec un PNJ que je trouve très très cool. Ils vont rencontrer une bande très attachante, voire collante tout court.
Bref, ils vont apprendre à naviguer en eau trouble. Et ça va être pour le plus grand plaisir des viewers que nous sommes. Donc, je crois qu'ils vont avoir l'opportunité d'acheter des caisses de poissons et peut-être d'alcool de mouette, mais je suis pas sûre. S'ils font pas attention, il est fort possible qu'ils se portent acquéreurs d'une ou plusieurs caisses remplies de pierres. Je pense qu'il est possible qu'ils prennent des passagers en partant, bien sûr, moyennant récompense, et également qu'ils croisent la route d'Amaury. Alors désolée, du coup, c'est pas une vraie prédiction parce que je m'appuie beaucoup là sur des souvenirs que j'ai, des souvenirs un peu flous du aria de la table virtuelle. Et oui, tu avais triché. Mais du coup, tu as eu raison. Ouais. Du coup, là, on entre. Désolée, j'ai le bouton du push to talk et j'écrivais sur le texte. Voilà. Donc, j'ai. Ouais. Du coup, Là, on entre, on entre dans la période que je connais. Un petit peu, du coup, je pense que mes prédictions seront peut-être un peu moins marrantes et un peu moins floues. Enfin, du coup, je sais un peu où ça va, j'ai l'impression. Après, je pense que la compagnie Créance, ils font des moves qui sont un petit peu difficiles à. Genre, il y a un peu les jets de dés aussi, donc il y a beaucoup de hasard et tout. Et c'est. Enfin, ça. Je trouve que. Enfin, du coup, on en vient à un peu ce que je voulais dire, mais j'ai bien aimé cet épisode, même si je me doutais de ce qui allait se passer. Moi, je l'ai connu avec la table virtuelle et c'était quand même vachement différent. Enfin, ça s'est pas déroulé de manière aussi smooth que chez nous. J'ai beaucoup aimé le passage des petites poules. J'ai beaucoup aimé que Nicolas se colle à Amaury. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé. J'ai adoré, enfin ça c'est évident, mais le passage où il découvre qui est Amaury. Mais après, je pense quand même que j'ai un peu préféré la version de la table virtuelle. Je pense que elle est peut-être pas aussi drôle, mais c'était quand même un passage hyper marquant pour moi. Et enfin, je sais pas. Voilà, parce que je trouvais que ça avait donné une belle ambiance à bord du bateau. Alors après, là, comme je connais pas ce qui va se passer ensuite, peut-être que. Alors, Erkef, est-ce que tu as un avis cette fois? Eh oui, désolé de vous décevoir. Cette fois, j'ai un avis. Parce que je pense que la première moitié de cet épisode, c'est un de mes moments préférés de la campagne. Avec le gang de petites poules, Amaury, Mélanda, etc. Je passe toujours un bon moment en le réécoutant. Et, même cette fois, en prenant des notes, je rigolais tout seul devant mon PC. Alors que je connais déjà tout par cœur, à peu près. Et voilà. Cette fois, j'ai un avis. C'est trop bien. Ah, c'est un bon avis. Les gens vont être fiers de toi. Bah oui, je peux pas toujours râler quand même. Et donc, si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer au résumé. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. On retrouve nos aventuriers devant le bourgmestre Icar de Naporia, qui leur demande s'ils veulent faire du commerce ou partir à l'aventure, car le village a des problèmes. Problèmes dont ils avaient entendu parler au bureau de doléances d'Aria. Priorité oblige, ils commencent par négocier. Alors ils veulent vendre quelques caisses de robes, et ils se retrouvent maintenant avec de la morue, la spécialité du coin. Et une fois l'âpre négociation terminée, le bourgmestre expose son problème. On est une petite ville tranquille. Et depuis quelques mois, on a une sorte de voleur dans la ville, mais qui est sympathique. Ouais, on le connaît celui-là. Pas de tout. Il vole une petite morue par-ci, il vole une petite bougie par-là. Et à chaque fois, il dessine une petite poule, et du coup, on l'appelle Petite Poule, le voleur. Et donc, on l'aimait bien, Petite Poule. Et il se trouve que récemment, Petite Poule, très brutalement, vraiment il y a quelques jours, il est devenu très ambitieux. Il a demandé un bateau, il a commencé à voler des caisses entières de choses, et il s'est très organisé, il a même laissé des lettres écrites.
Et donc, Petite Poule pose un problème. Et nous, on pensait que Petite Poule se cachait dans un fort qui est non loin, qui s'appelle le fort de l'Étoile du Matin. Et on est, alors, comme c'était un petit peu trop, on a rassemblé quelques marins qui étaient plutôt costauds. On est allé là-bas. Et on a eu une pluie de pierres, mais genre une pluie de pierres qui éclipsait le soleil. On ne voyait plus rien dans le ciel. Et ensuite, il y a un géant immense, de 3 mètres de haut, qui s'est dressé sur le fort et qui a commencé à nous menacer. La mention du géant et surtout de la pluie de pierre refroidit les aventuriers. Et surtout, ils sont pas vraiment d'accord sur le paiement. On leur propose une caisse de morue, en plus. Mais ce n'est pas assez. Ils finissent par accepter en échange d'améliorations sur leur bateau par Linkouf, le charpentier du village. Oui, il n'y a pas de grosse mécanique finalement de leveling dans Aria, mais encore une fois, notre fière équipe de filous fait preuve de créativité. On voit qu'elles sont tous et toutes des gamers accomplis. Et comme à son habitude, Fibre improvise au débeauté une proposition très très ingénieuse. C'est vraiment trop ça. On sent tellement le joueur de jeu vidéo quand Atlan il propose ça. Enfin, quand De Rive propose ça. C'est vraiment en mode optimisation. On voit presque l'interface s'ouvrir sous nos yeux. Avec les différents postes d'amélioration du navire. C'est vraiment un move de gros gamer, quoi. En guise de préparation, l'alchimiste essaie de remplir une bouteille de glu von Trunkel. Regardez bien. Ce jet de dés va donner l'ambiance du reste de l'aventure. Et c'est parti. 85. Ah bah on est bien là. C'est quoi que tu fais avec toi, tu m'as dit? La glu. Une potion de glu. Alors, Il reste collé. effectivement, la potion explose et tu as des morceaux de glu qui sont... Enfin, t'as des morceaux de potion qui sont collés aux mains. Donc ça va être difficile pour toi de manipuler des choses pendant quelques jours, Elle fait très bien. d'accord? Eh oui, Nicolas a maintenant les mains pleines de glu. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais ça va donner lieu à des situations épiques dans très peu de temps. Notons encore que la Merilia est laissée de côté. Et je pense que ça aura une crosse importante pour la suite des événements. J'adore ce type de malus. Je trouve que c'est vraiment super bien pensé. Alors du coup, c'est un petit peu chiant avec des grosses guillemets, quoi. Mais d'un autre côté, je trouve que ça apporte tellement de comique et enfin, je trouve que c'est vraiment de la qualité, la manière dont Fibre Tigre amène le malus et que l'âme, qui est un très bon joueur, il joue à 100% le truc et je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Ils se dirigent ensuite vers le fort, une grande construction entre mer et forêt à moitié écroulée. Ils envoient Fripouille en reconnaissance. Et grâce à son talent pour parler aux animaux, Ketra lui demande de voir s'il y a du danger. Le chat revient, mais il signale rien. Alors, c'est le premier d'une longue lignée d'essais d'envoi d'animaux en tant qu'éclaireurs, que ce soit chat, corbeau ou autre, c'est le même combat. Ils apprendront jamais leur leçon et ils accepteront jamais le côté basique de la capacité de communication avec les animaux. C'est fou, ils vont faire des phrases compliquées avec des P2, enfin n'importe quoi, et ça s'améliorera pas au fur et à mesure de l'aventure. J'ai vraiment adoré ce move. Le chat éclaireur, j'ai trouvé ça hyper malin. Genre juste pour savoir s'il y a du danger, quoi. Et en plus, la question, est-ce qu'il y a du danger? Oui, non. Je trouve que c'est un mécanisme qui est vraiment intelligent, quoi. Ah, mais l'idée de base, elle est super bonne, hein, mais c'est juste, tu verras, chaque fois, Keitra, elle s'empêtre dans la formulation pour parler aux animaux, c'est de plus en plus complexe, et Fibre, il est là, c'est un chat, ok? Un chat! Je trouve, ils sont très beaux. J'étais très curieuse de savoir si le chat allait annoncer du danger ou non, mine de rien. Du coup, ils s'approchent doucement et ils repèrent une vigie tout en haut du fort qui semble les avoir repérés. Spoiler, le point lore sera sur le gang de Petite Poule et le fort de l'Étoile du Matin. Et alors qu'ils hésitent, une pierre tombe non loin d'eux, et un géant apparaît sur les remparts et les invective. Et là, effectivement, en contre-jour très fort, vous voyez une silhouette gigantesque, un homme de 3 mètres de haut. Et il est tellement grand qu'on dirait qu'il a une voile de navire qui l'habille, tu vois. Et il est tout en haut du fort. Et il vous dit, il a une voix bizarre. Il dit, Il est en haut du fort. Ouais, et il dit, attends, je vais essayer de faire la voix. Il dit, partez d'ici, ici c'est le territoire de Petite Poule, vous devez partir, sinon vous allez mourir. Voilà. Mais le timbre de voix les fait douter de la réalité du géant qui commence un compte à rebours.
Et arrivé à 0, 6 petites pierres volent depuis les remparts. On est bien loin de la pluie de pierres qu'avait annoncé le bourgmestre. Et Ragaria... Allez, encore un Tu te compliqué. fais du mal, tu te fais tellement de mal. Celui-là, je le laisserai au montage parce que je trouve ça drôle. Donc, ragaillardi par la faiblesse de l'attaque, il décide d'attaquer frontalement. Ketra utilise un feu d'Ingramus qu'elle secoue à mort. Donc Bah tu vas-y, vises le je fais géant, ça. c'est ça? Ouais, bah oui. Alors tu vis en direct. Je fais ça. Bah, Putain, mais Ketra va zéro donner- sommation. Écoute, mais si, Zéro. je l'ai prévenu avant. C'est Je lui vrai. ai dit qu'on se calme. Je lui dis on se calme. Oh là 10. là là là, le 10. Oh, la Ça fiole doit être vole chouette. parfaitement vers le géant, elle explose dans une magnifique gerbe et le géant est en feu, il ne hurle pas. Par contre, vous entendez plein de cris d'enfants. Voilà. des petits enfants qui crient et qui en même qui pleurent et voilà. Et après, on n'entendait plus rien. Voilà. Bravo. Donc, Ah, ce moment est tellement drôle à voir sur la VOD. Lydia ne fait pas réellement attention. Elle secoue à fond la potion d'Igramus. Et les autres joueurs sont catastrophés pendant que Fibre boit du petit lait en imaginant déjà la suite. En vrai, c'est vraiment un de mes moments préférés de tout gore. Déjà, j'adore voir des enfants brûler. C'est une de mes passions. Non, mais vraiment, Ça c'est un sera moment coupé, qui... par contre. PG-13. Non, mais j'ai vraiment été marquée par le fou rire presque... comment dire, plein de désespoir de Keitra. La séquence juste après l'extrait que tu viens de passer, elle est vraiment entre le rire et les larmes, elle est presque secouée par des sanglots de rire. Et c'est génial comment les autres, ils en rajoutent une couche. T'as Nicolas qui dit, t'inquiète, ils sont pas morts. Peut-être un peu grand brûlés, mais ils sont pas morts. T'as Clodomir qui dit, tu verras, on s'habitue à tuer des gens par accident. Et puis vraiment, l'ambiance globale, elle est trop drôle parce que Fibre, il en rajoute. Après, quand il essaie de décrire l'intérieur du fort, il va vraiment dire, il y a des petites tables avec des petites chaises et puis des petits cubes et des petits ballons. Il est vraiment sadique à mort. Enfin voilà, c'est un moment qui m'a vraiment marqué, ce rire de Keitra. Et puis après, j'aime trop le running gag qui va s'installer plus tard lorsqu'ils vont se mettre à l'appeler la méchante. Enfin, j'aime beaucoup ce passage. Et ça, c'est un truc que tu as déjà dit dans un épisode précédent et que j'avais pas vraiment remarqué jusqu'à maintenant, mais t'avais raison, Lydia, elle se tape des grosses barres quand il arrive ce genre de truc. Je trouve ça vraiment fou. Et du coup, je savais pour le gang des petites poules et j'avoue que j'étais un peu figée. Je me demandais comment ça allait se passer avec les gosses. C'est vrai que les autres, ils sont tous... Oh là là, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et elle est morte de rire. Je dis, bon, d'accord. Pourquoi Mais elle est un peu au bout de sa vie aussi, hein. Franchement, faut Ouais. la voir. Elle est Elle a les estomaquée. larmes, Mais c'est vraiment, je pense qu'elle a une réaction de rire jaune. Toutes C'est les ça. situations horribles, elle est morte de rire, Lydia. Mais Fibre le dit, il lui dit genre, Mais tu pleures pleures. Oui, ça Bah m'a oui. vraiment, ça m'a un peu marqué, je crois. Bah, et Fibre fait très très attention hein, quand il a des joueurs et des joueuses qui sent être à la limite. Il veut toujours mettre un stop justement pour sa table se sente à l'aise. Et là, on sent bien qu'il se dit ouh, j'ai peut-être déclenché un trigger warning. Après tout, il s'agit d'enfants. Et puis ben bon non, voilà, ça va. Ils ont pas trop mal, on va dire. Tu as une trop haute estime de Fibre. Il se fout juste de sa gueule. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, quoi. Non, il a déjà fait avec K.O. aussi dans l'épisode Hitman où à un moment donné, il semblait qu'elle était pas forcément très bien. Et il lui a demandé, il lui a dit si t'es pas bien, on arrête, on passe à autre chose. Et K.O. comme Lydia, en fait, pareil, elle était un peu au bout de sa vie, mais ça allait. Et moi, j'ai une petite anecdote gratuite comme ça, je vous l'offre. Dans le JDR, le géant s'appelle Luna Aizaskia, donc, qui est un mélange de la première syllabe du prénom des enfants du gang de Petites Poules. Donc, je remercie encore Fibre pour cette idée. Moi, mes joueurs, ils se sont bien marrés à essayer de me le faire répéter plusieurs fois. Alors, à la fin, ça finissait en Luna, voilà. Hein, et j'ai pas pu empêcher de le reglisser ici parce que je trouve ça drôle, c'est toujours un plaisir. Je savais pas d'où venait ce nom. Et franchement, j'adore l'anecdote. C'est vraiment un truc que
ferait un gang d'enfants, quoi. Enfin, moi, je faisais ce genre de truc quand j'étais petite. Tous les noms, même ceux qui proposent pour la compagnie, c'est très chouette, quoi. Bah ouais, c'était une séquence très drôle sur la table virtuelle, vous suivre à ce moment-là avec, effectivement, tes joueurs qui à la fin c'était Luna machin Lala et la campagne d'Aria, elle est réellement truffée de plein de ces petits moments fun et conviviaux qui fonctionnent vraiment très bien, autant sur les nouveaux aventuriers que sur les vieux briscards, du jeu d'aventure. Ah. J'adore ce que tu dis, convivial, c'est vraiment le mot parfait. Donc après la surprise, il rentre dans le fort. Donc comme tu disais, Anajun, Fibre en rajoute bien sur les jouets d'enfants qui traînent un peu partout, les petits ballons, etc. Et il découvre que le géant n'était qu'une sorte de gros épouvantail. Clodomir découvre un passage souterrain et ils descendent dans le noir à la recherche des enfants. Et on retrouve, et c'est rare dans Area, une petite ambiance un peu de donjon. Et même si en temps normal c'est un peu moins ma came, ce genre d'environnement, ici quand c'est bien dosé, je trouve ça super agréable de retrouver un peu les mécanismes de couloirs, de salles. C'est un chouette moment. Et pour le coup, pour cette partie un peu donjon, avec la table virtuelle, on avait eu un plan et j'avoue que enfin, c'est peut-être un peu «con» entre guillemets de dire ça, mais j'étais triste de pas retrouver ce visuel parce que je sais pas, genre, j'avais énormément aimé ce passage et je pense que ça avait joué sur, enfin, je suivais le truc, quoi, et ça m'avait, joué sur mon immersion et du coup, ben, cette mise en scène m'a manqué. Voilà. J'avais acheté un logiciel, j'avais envie de tester. J'ai plus jamais refait après. Et ils suivent un couloir à la lueur d'une torche. Et au loin, ils entendent des enfants pleurer. Mais d'abord, il y a une autre sortie qui semble donner vers la mer. Et ils décident judicieusement de se séparer. À éviter évidemment dans tous les endroits un tantinet inconnu et potentiellement dangereux. Donc d'un côté, il y a Ketra et Clodomir qui vont voir les enfants. Donc il y en a 6 âgés de 7 à 11 ans. Et ils sont apeurés à la vue de la méchante madame qui a voulu les brûler et du mage qui arrange pas vraiment la situation. Ouais, je cite Clodomir, bon, on les finit? J'ai vraiment adoré ce moment. Pour le coup, genre, les enfants terrorisés, les hurlements devant les étrangers, dans ma tête, j'ai vu la scène comme, tournée dans un enfin, comme tournée pour un film pour enfants, quoi. Genre, un peu comique avec tout le monde qui hurle en même temps, qui se cache les yeux, et mine de rien, enfin les joueurs, ils étaient pas non plus, particulièrement rassurés, quoi. Genre, c'est des gamins, des petits pirates en herbe et c'est revenu plusieurs fois, je crois, mais ils craignaient vraiment de se faire poignarder, par leur potentiel petit couteau en plus, parce qu'à chaque fois que Clodomir il dit petit couteau Oui. et Ils vont nous enfin, suriner, ils vont nous suriner. Il le dit plusieurs fois. et ils se sont pas mal méfiés des gosses pendant la partie, je crois. Ouais. Et donc de l'autre côté, il y a Niklas et Atlan qui arrivent dans une ancienne prison qui donne sur la mer et qui est occupée par plusieurs squelettes. Le secret du JDR papier, il s'agit de la dépouille de 2 pirates ayant été enjolés pour un larcin il y a quelques années avant que le fort ne soit abandonné. Ils se sont entretués après une dispute et parjure, leurs âmes ne peuvent franchir le fleuve des morts. Oh, j'adore cette info. C'est là-dedans en extase. Et puis normalement il y a une autre salle où je sais plus si c'est dans la même salle, mais je sais qu'on peut aussi croiser une Non, c'est une pieuvre. autre. Ah voilà. Il y a une pieuvre dont on peut récupérer le venin et c'est une rencontre très cool aussi. Enfin, voilà, esprit donjon, on adore. Du fait, j'ai une question à ce propos. Là, ils ont vu les squelettes parce que du coup le vote du public. Mais comment ça se passe dans le livre? Est-ce que c'est le maître du jeu qui choisit ce qu'il décide de montrer aux joueurs ou est-ce qu'on peut croiser les deux et être confronté aux deux selon comment on explore? Ouais, effectivement, tu peux déclencher les 2 événements, en fonction de l'exploration. Après, j'imagine que souvent les MJ font un choix pour garder un rythme dans le jeu. Mais avec les squelettes, tu peux aussi déclencher une quête annexe
autour d'Esperanza, mais c'est assez difficile. Après, ça reprend une quête, la fameuse quête de la bouteille qu'on verra, sur Esperanza et ça peut donner, une petite aventure qui, à mon avis, peut être jouée en one shot d'ailleurs. Merci. Ouais, moi, ils ont fait la pieuvre. Mais ils sont repartis voir les squelettes après avoir vu les enfants. Parce que bon, il y a un plan, il y a 2 portes. Ils étaient trop Et- tentés. Voilà. Faut cleaner Ça la joue, zone, comme hein. on joue en, voilà, comme on joue en virtuel, il y a des plans et ils veulent tout aller voir forcément. Donc, Atlan décide de fouiller les vêtements d'un des squelettes, mais celui-ci se réveille et l'attaque. Nicolas tente d'aider son ami, mais finit collé au mur. La situation, c'est moi, je sais ce qui va arriver, dégénère quand Atlan sort sa dague. Bah écoute, je me débat au plus, je sors ma dague et je tente de me défendre. Combat au corps à corps. Bon, corps à corps. Ça, c'est ma grande spécialité. Pourquoi je suis jeté au corps à corps comme un qu'est-ce que j'ai blaireau? fait Je suis nul au Tu veux que corps je à te corps. fasse Ah ouais, qu'est-ce Je que peux pas Je juste sais combien il fait. pas me battre avec lui, mais me coller à lui. C'est un peu Dans une ce que étreinte tu amoureuse. c'est un peu ce que tu aurais fait, mais c'est des os, c'est quelque chose d'inattendu. 92 le grand retour du 92 C'est pas vrai, mais c'est pas possible. Non mais c'est pas vrai, c'est pas m'aider. Non mais c'est pas Prends les liens, c'est pas 92. Si, c'était un 92, tout à fait. 92. C'est dingue. Le grand retour du 92. Alors, Atlan dit « Meurs, squelette !» Et il plante sa dague dans le dos de Nicolas. Non, c'est un dé à 6 faces. Ça faisait longtemps. Ah non, j'ai buté. j'ai que 6 points de vie. Hein. Fais pas 6. Non, j'ai pas 6. Attends, j'ai que 6 points de vie, hein. Oui, je sais que t'as 6 points de Oh vie. là là là. Une aventure. Le plus grand danger de l'aventure pour moi, c'était mon compagnon de vie. Bah je peux quoi. lancer plus, de toute façon ça s'arrête à 6. Non, tu l'attends. Non, Vrai, non, dis non. tiens, voilà, tiens. Ah oui d'accord. Allez. Pourquoi on nous a mis ensemble C'est la C'est pire vrai, idée qu'on ait eue. Hein. pourquoi on n'a pas Ah, mauvais réfléchi? tirage, mauvais tirage. En fait, je pense surtout que On Claude n'a pas c'est fait pas un le mauvais tirage, et tu Non, non. savais qu'il était bon tirage pour lui. Et c'est Je pense à toi, je vais te sauver, regarde. T'es pas mort. La dague fouille dans les entrailles de Nicolas qui commence à saigner et à hurler d'effroi et de souffrance. Et tu perds 5 points de vie, tu as 1. Alors, je vous ai laissé l'extrait entier parce que c'est juste mythique. Ouais, c'est vraiment c'est mythique, vraiment. Et sur le 92, enfin, ça peut pas être plus drôle, quoi. Il existe une illustration de ce moment qui est réalisée par Elikaz Insta Elikaz _ Elle me tue de rire. Elle me tue. Alors, je vais essayer de décrire pour l'audio guide. C'est un dessin caricatural un peu enfantin. Mais Atlan a une tête de bien heureux. Il a vraiment un regard de Béné hagard. On dirait un enfant de 5 ans. Et il plante une dague dans le dos de Nicolas en disant « Oups !» J'adore. Ils finissent par s'éloigner du squelette qui, vu qu'il était attaché au mur, il peut pas les poursuivre. Ketra arrive, attirée par les cris, et elle tente de soigner l'alchimiste. Je peux soigner Nicolas? Ça, c'est des soins de premier secours, ça Ouais. va faire gagner 1 point de Bah vie. voilà, mais sur au le- sur le- moins c'est bien, je C'est le marrant, fais. ça va les multiplier Je le fais. par 2 du coup. On va faire un échec critique de soins. 94, c'est ça? C'est Sur mort. qui? Sur Nicolas? 94. Attention, il a fait un point de vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi exactement pour le soigner? Champion. Je voulais De lui mettre l'homéopathie, un hein. bandage pour D'accord. arrêter Elle le Tu m'avait- sang. serres trop elle fort, m'avait il perd trop- connaissance. Il a 0 point de vie, il meurt. Est-ce que tu veux faire le jet pour le sauver? Heureusement, Clodomir sauve la situation et stabilise le mourant. J'aurais encore eu envie de vous mettre l'extrait, mais bon, à ce compte-là, autant regarder l'épisode. Mais le soulagement et la joie quand Nicolas est sauvé, il fait vraiment plaisir à voir. Mais c'est vraiment ça, hein. Ils sont soulagés. Cette séquence, elle est hyper attachante parce que Nicolas, en plus, il va mimer un peu ça. Quand il revient à la vie, il fait vraiment comme ça. Son souffle, il est super sincère et ils sont tous mais morts de rire, mais de nouveau un rire jaune, nerveux, ils en peuvent plus et on sent vraiment qu'ils sont soulagés. Et puis le choix de l'épitaphe de Nicolas, il est parfait. On aura peu joui, mais on aura bien ri. Ça lui va à Aravia. Oui, ouais, vraiment. Après, personnellement, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis pas très fan des team kills lors des échecs critiques. Mais là, j'avoue que c'est le karma qui parle. C'est parfait. Atlan et Nicolas qui partent explorer un tunnel sombre sans leurs bras armés, sans leurs magiciens, alors que Nicolas n'a toujours pas daigné se pencher une seule fois sur la potion de soin après moult chance et rappel du MJ. Et puis Keitra qui arrive et qui rentre dans le
club des PJ qui veulent soigner avec un bisou magique. Une pensée à toi, Shadow Eleven. Au final, c'est Clodomir et la chance insolente de Dazodé au moment critique. Il est réellement coutumier du fait. Qui va sauver Nicolas et qui, lui, déclarera avec beaucoup de bon sens: «Ne me soignez plus, s'il vous plaît». Et c'est marrant, j'ai eu effectivement une petite impression de déjà vu, genre comme quoi soigner des persos au bord de la mort, ça a l'air de réussir à personne, quoi. Non, et c'est fou que il a vraiment failli mourir. Et il faut réaliser, quoi. Nicolas a failli mourir à l'épisode 6. Je me rappelle vraiment avoir eu peur quand Atlan a dû jeter son dé. Et puis il a fait 5 quand même sur 6. Ah là là, quel manque de peau. J'ai vraiment cru que c'était la fin de Nicolas. Et c'est marrant, mais je savais que Nicolas était dans les épisodes suivants, mais moi aussi j'étais un peu genre crispée. Bon bah, après toutes ces aventures, il retourne voir les enfants qui finissent par se calmer et qui racontent leur histoire. Donc ce sont tous des orphelins, ou des abandonnés, ou des fugueurs qui ont décidé de se rassembler pour survivre. Depuis l'arrivée d'un petit nouveau, Amaury, ils ont des velléités de développement. C'est pourquoi les vols deviennent plus ambitieux. Alors on va le dire tout de suite, Amaury, c'est bien sûr Amaury Tréherne, le jeune noble d'Aria qui s'est enfui de chez lui et que les joueurs avaient proposé de chercher. Mais bien sûr, aucun des PJ ne fait le lien. Et quand on connaît cette info, c'est très drôle de voir Fibre bien insister sur lui. Il le décrit, il décrit ses manières. Il y a pratiquement que lui qui parle dans la bande. Mais il n'y a aucune lumière qui se fait chez les aventuriers. C'est un des meilleurs setup payoff de la campagne. C'est l'un des tout premiers, ils vont beaucoup se répéter et à chaque fois la compagnie tombe, dans le panneau à pieds joints, tête la première, à bras raccourcis. Ça marche à tous les coups. Mais c'est fou parce que t'as raison, Fibre, il en fait vraiment des tonnes. Et je me demande vraiment si, à leur place, 99% des gens auraient tilté tout de suite, ou si plus de personnes qu'on croit auraient mis un peu de temps à capter. J'aurais vraiment voulu vivre ce moment pour voir si j'aurais tilté tout de suite ou pas. Alors pour le coup, moi j'ai réécouté le passage sur la table virtuelle. J'ai pas eu la foi de tout réécouter, mais ils ont pas tilté non plus. Et je me souviens pas dans quelles circonstances ils s'en sont souvenus. Ah, tu as raison, si on écoute les épisodes à la suite, c'est plutôt clair, mais après des semaines de pause, au final, c'est vraiment pas évident de raccrocher les wagons. Ouais, je suis assez d'accord et en plus de ça, j'ai l'impression que, en tant que joueur, t'es tellement concentré sur plein de trucs en même temps, genre les PNJ qui essaient de te tendre des pièges, les situations, visualiser l'espace, comment c'est et tout. Enfin, en vrai, ça demande, je pense, beaucoup de concentration et d'énergie. Quand on suit l'histoire, j'ai l'impression que c'est peut-être plus simple que lorsqu'on la vit vraiment. Ils finissent par négocier la fin des vols en les engageant comme équipage sur le Malari Ardent. Oui, c'est pas Mais grave. vu qu'à chaque fois on vient récupérer des dettes, faire des missions, et si on s'appelait la compagnie créance? La compagnie quoi? créance, ouais, c'est pas mal. Hein? La compagnie créance. Moi en plus je trouve que c'est un peu, Ah, c'est un peu c'est dansant comme nom, tu vois. Ok. J'ai envie de faire un peu la fête Bon, tout en récoltant de l'argent. C'est bon pour le moral. Ouais, c'est bon ok. pour le moral. Et moi, je m'en souvenais pas du tout, mais bon, c'est ici, parce qu'Amaury n'aime pas les heurtoirs, bizarrement, que la compagnie prend son nom définitif. C'est tellement bien joué, ces petits indices semés par Fibre, parce que quel enfant déteste les heurtoirs, sérieux. c'est pas un truc. Ça aurait tellement dû au moins les questionner, mais non, j'aime pas les heurtoirs, ok. C'est juste un sale gosse qui aime rien, tu vois. Et voilà. Sinon, compagnie créance, excellent nom. Franchement, GG à l'âme. Et comme dirait Fibretig, c'est bon pour le moral. Ils finissent par retourner au village, et pour que les enfants ne s'enfuient pas, Nicolas décide de coller sa main sur la tête d'Amaury. Faut que tu lises ta note, vraiment. Vas-y. Assume, Merkep. Oui, j'ai fait une note. Ce passage Amaury me fait crever de rire. Vous voyez là, je suis crevé de rire. ça c'est Orkep au maximum de sa vie. Oh là là. Mais voilà, donc juste quelle idée de génie de Nicolas. C'est vraiment en RP, c'est une décision, comme tu disais, Céladon,
il le joue à fond, cette histoire de main collée, il est à fond dedans, et puis j'adore cette idée qu'il va falloir raser le crâne d'Amaury pour pouvoir le décoller. L'image est très très comique. Le lendemain, Icare leur présente les améliorations sur leur bateau. Soit dit en passant, le pauvre Elincouf a dû bien cravacher pour abattre tout ce travail en une nuit, mais bon. Ils ont maintenant une figure de proue en forme de morue et une propulsion par jet de tonneau en cas de poursuite. Voilà, pauvre beauté circassienne, c'est devenu une cagole. Franchement, cette idée de Fibre, elle est trop cool. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce genre de choses la propulsion par jet de tonneau, quoi. Et c'est des solutions qui vraiment nourrissent l'histoire. Et elles sont, enfin, je veux dire, Fibre, il les trouve tellement rapidement. Enfin, je peux pas m'empêcher de me dire du fait que le jeu de rôle, ça doit être hyper bon pour le cerveau, quoi. Il y a tout l'exercice de mémorisation, faire des liens entre des infos qui semblent pas avoir de rapport, avec en plus des semaines d'intervalle. Et comme, enfin, je le disais tout à l'heure, le fait de devoir imaginer les lieux, les gens, de pas se faire arnaquer et tout ça, c'est tellement de choses. C'est obligé, ça a des propriétés, je pense, enfin, pour le cerveau et tout. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le JDR, de toute façon, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ils repartent donc vers leur prochaine destination, Vandermeer, avec leur nouvel équipage. C'est marrant, comme j'ai eu la même sensation pour Gourmandise et les tavernes là, mais j'ai aussi cette sensation ici. J'ai l'impression qu'ils restent plus longtemps dans chaque port, comme s'il y avait eu un épisode sur Naporia, un épisode à Vandermeer, mais en fait pas du tout. C'est presque 1 heure et puis c'est expédié. C'est assez marrant comme sensation. Ouais, puis j'aime beaucoup comment l'alchimie se crée très très vite entre les enfants. Alors, alchimie, je parle pas de relations saines et bilatérales, hein, bien sûr, avec la compagnie Créance, mais on est vraiment sur une alchimie. Et ces enfants, ils sont toujours incroyablement interprétés par Fibre, en plus. Et je trouve que ça donne un côté très sympathique à l'aventure et on verra que ce sont des PNJ qui vont énormément compter pour la compagnie Créance. Et rares, je trouve, sont les tables où les compagnies vont s'investir autant auprès de ce petit gang, en positif comme en négatif. Et je me demande si c'est pas cette mécanique qui a si bien matché avec l'équipe qui va donner un peu plus tard les Cool Kids de la saison 5 et 6, mais cette fois-ci en passant à un niveau supérieur, puisque les Cool Kids sont devenus des personnages joueurs. Du coup, je pense j'avais lu en diagonale ta note. Je suis désolée, mais effectivement, l'alchimie entre la compagnie Créance et les enfants, genre je l'avais pas du tout ressenti de manière très très positive parce qu'il y a tellement de méfiance. En fait, j'ai trouvé que c'était pas si léger que ça et je me suis même sentie un peu déçue qu'il y ait pas justement une espèce d'amitié vraiment forte tout de suite. Mais du coup, peut-être après ça va évoluer et tout. Du coup, j'ai hâte de voir la suite parce que pour le coup, c'est tellement différent de ce que j'ai connu. Ça me rend vraiment curieuse. En fait, je crois qu'au début, ils avaient pas du tout l'intention de garder le gang longtemps à bord. Moi, c'est la sensation que j'ai. C'était vraiment, on les amène au port d'après, on les largue et on va pas on va pas s'attacher, quoi. Moi, j'ai plutôt cette sensation-là et que donc, ils ont pas essayé de créer une alchimie au début. Et puis après, tu verras, ils vont rester. Spoiler. Et donc, il va y avoir des petites aventures et des petites alchimies qui vont se créer. Ah, on le dit plusieurs fois. Hein. On les largue au prochain port. Ouais, c'est avant de réaliser que bon, on les larguera jamais, c'est bon, on abandonne. Ah, puis il y a 2 teams. Il y a la team Ketra et Clodomir qui disent de façon très logique, d'ailleurs, c'est des enfants, on n'a pas le temps, on ne sait pas s'en occuper. Et puis la team Atlantic Class, c'est la team stagiaire. Ouais. Et voilà, en plus, on va les exploiter. Ouais. Et au final, on va voir que l'exploitation, Atlan va vraiment s'investir auprès des petites poules, quoi. Ouais, le concept du stagiaire, il est tellement malin. C'est très drôle. En Belgique, les stagiaires ne sont même pas rémunérés, alors je connais cette souffrance. On va bien s'investir auprès de Greek Sick ou de Greek Music, on ne saura jamais. En tout cas, le début du voyage se passe bien.
mais le deuxième jour, il repère un bateau qui les suit. C'est la vengeance du lion, dont Clodomir reconnaît le capitaine. C'est Mardonius, le marchand d'esclaves dont il a brûlé le précédent vaisseau. Alors, ça m'a beaucoup amusé ce passage, parce qu'on en avait parlé dans un des épisodes précédents, et j'étais tellement enthousiaste du discours d'Atlan, et que Mardonius rebondit si bien et tout, genre il allait se reconvertir, et je pensais que ça allait tourner tellement genre un truc positif, quoi, que ça allait changer sa vie en bien. J'aurais pas imaginé le revoir en pirate. Eh oui, le retour de flamme du karma de Clodomir. Fivre, il met souvent des némésis comme ça à ses joueurs en mode shonen pour sanctionner leurs mauvaises actions. Et franchement, le plus drôle reste, à mon humble avis, c'est le plaisantin de la saison 4. Et d'ailleurs, vous les copains et vous qui nous écoutez, quel est le meilleur ennemi créé dans l'univers d'Aria qui a votre préférence? J'ai un choix numéro 1 qui est clair, mais que je peux vraiment pas dire pour pas spoiler Céladon. Mais sinon, il y a Olympia qui me vient en tête. Et pareil, c'est difficile de justifier vraiment mon choix sans trop spoil. Mais je vais essayer de le faire quand même. À partir du moment où ça se passe mal entre elle et... Je mettrai des C'est buts ça. au montage. Ah, ouais, je compte sur toi. Bah, les apparitions, elles deviennent hyper drama, quoi. C'est Olympia. C'est très shonen vengeance, le retour de la force. Et j'aime beaucoup ces moments. Et d'ailleurs, s'en sort très bien au vu des circonstances. Voilà. Donc je dirais Olympia. Alors, moi, j'avais pas lu ta question, et du coup, j'ai pas d'avis. Non, Ah j'arrive pas. Il faudrait un jingle. Le pas d'avis de Erkepta. Non, j'arrive pas à me souvenir comme ça. Je ne sais pas, vraiment. Oh bah, ce serait une question pour nos viewers. Donc, du coup, ils finissent par semer Mardonius en approchant de Vandermeer. Vandermeer, de façon deux écritures différentes, ça n'a pas d'importance, on est à l'oral. Troisième ville la plus prospère du royaume de Raya après Rideau. Son économie est principalement le vin, qui vient de plusieurs producteurs, mais qui s'appelle toujours les larmes de la navigatrice, le meilleur vin du royaume. Produit de luxe réservé aux nobles, le peuple se contente habituellement de bière, de vodka ou d'alcool de mouette. Les maisons sont colorées, mais là c'est un petit peu le soleil couchant, en jaune, en vert, en bleu. De grands moulins dominent le village sur l'ouest. À l'ouest de ces moulins se trouvent des marais asséchés transformés en champs de blé. Et à l'est, sur des collines schisteuses, des vignobles. Vandermeer est traversé par une rivière paisible et chantante appelée le Quessac. Il y a un seul ponton. Qui s'appelle Orio. Qui s'appelle Orcasac. Le seul ponton un petit peu cassé sur lequel vous êtes accroché, qui est appelé sans imagination le Grand Ponton. Le village est dominé par une immense statue qui s'appelle Aria Navigatrice, une femme qui tient la barre d'un navire dans la tempête. Et le village, par contre, est dans une ambiance inhabituelle que Clodomir n'a jamais connue, une ambiance de fête. Il y a des lampions et des banderoles colorées de partout. Très bien. Et Clodomir, tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu jusqu'à présent. Oui. Il y a des petits drapeaux bleus représentant un animal, genre un cygne. Voilà. Et tu te dis, tiens, c'est bizarre. Pardon, je vais me reprendre. L'extrait suivant, c'est Amaury, du coup, c'est pour ça qu'on a entendu le début, ça me fait... Il est déjà en pré-fou rire. Ah non, mais ce passage. Bref. La ville est en fête, car ils ont vendu tout leur vin pour le mariage princier d'Alta Bianca. Information clairement établie par le MJ, que personne à la table ne jugera utile de noter, bien sûr. Pareil, après, il va dire qu'il y a un sanctuaire au loin. Osef, personne ne va relever. Alors que c'est clairement l'un des cheat codes du jeu, avec un des persos les plus stylés du monde d'Aria à mes yeux. Erika Porte-Tempête. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore aussi. Et puis elle fait beaucoup d'effets sur les tables, elle est tellement classe. Mais nos aventuriers, eux, ils se dirigent vers chez Mélanda, la maître de Clodomir. Mais quelqu'un l'attend. Grindel, le vrai disciple de Mélanda. Enfin, le disciple officiel, qui le déteste et le somme de partir. Devant le refus de Clodomir, Grindel tente de lui lancer un sort. Mais Mélanda intervient, paralyse le disciple et le bannit. Ah ouais, Alexander Grindel, en tant que noble, est le disciple officiel. Alors que Clodomir, bien sûr, lui, n'est que le disciple officieux et interdit. Et Alexander Grindel a vu Clodomir se dévoiler à l'Académie d'Aria et lui-même vient de s'engager auprès de l'Ordre des Miséricordieux, principalement pour avoir le droit de se venger de son rival légalement. Heureusement que notre mage préféré a choisi
par fierté, heureusement pour notre mage préféré, il a choisi par fierté de l'affronter seul. Mais gare, les renforts arrivent. Et là, j'avais jamais fait le lien entre Grindel et les renforts. Et la brume s'est levée dans mon esprit. Merci. Cœur. Bien, moi non plus. Comme ça, moi. En tout cas, ils entrent dans la chaumière, qui est Bigger Inside. Et après les présentations de coutume, Nicklas récupère quelques points de vie. Et ils envoient un enfant avec un remède au bateau pour Ibolia. Ah, c'est marrant car le fruit proposé cette fois-ci pour requinquer Capitaine Ibolia, ben, c'est un melon d'eau ou boulinette. Et certainement pour changer du sempiternel Ugly-Engré que Nicklas ghost systématiquement. Au même trick que cette pastèque d'ailleurs. Au final, dans le JDR papier, on apprend l'effet de la potion associée à cet élément, donc la boulinette. Et d'ailleurs, la chimiste de la table virtuelle en fera l'inénarrable coulée brune d'Eisenberg. Un gros big up à toi pour ça, Silariel. Ça m'a bien fait marrer. L'examen de Clodomir commence. Mélanda lui pose une série de questions sur son voyage. Les résultats sont assez mitigés pour le magicien, mais Mélanda est plus impressionnée par les progrès de Ketra, qui gagne la compétence apprendre la magie. Et j'aime trop comment Atlan, il faillote pendant cette séquence, mais quel rat. Il est là, vous trouvez pas ça incroyable que les non-mages sont plus intéressés par la magie? Ah là là. Ah ouais, mais ils s'y mettent à plusieurs. Dès qu'ils ont vu qu'elle peut distribuer des bons points aux autres, c'est vraiment... Et moi, maîtresse, j'ai fait ça, maîtresse. Mais pour moi, le grand moment de cet interrogatoire, et peut-être de cette saison, ça arrive quand Clodomir compulse ses notes. Donc... mais attends, la famille noble qui avait fait une grande soirée, le gamin s'appelait Amaury, j'espère que c'est pas le même que celui qui collait à ta main. Alors là, du coup, je prends le... je le regarde, il me regarde, je regarde, je fais Amaury. Amaury, tu serais pas d'un terne, Amaury, des fois? Est-ce qu'il est habillé en jaune et violet? On pose l'examen, on a une petite épiphanie là. Non, on en parlera. Donc, bon. C'est le moment du facepalm qu'on avait promis à Bulgrose. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer qu'il soit bien sonore. Voilà. Et donc, ils se rendent enfin compte de qui est collé à la main de Nicklas. En plus, bon, je suis désolé, pour la deuxième fois dans ce podcast, c'est pas très radiophonique, mais à ce moment-là, j'ai mis l'épisode en pause pour capturer l'extrait audio, et j'ai mis l'image dans le conducteur pour mes co-présentatrices. Donc c'est un plan large de la scène avec Fibre qui est mort de rire, Clodomir qui est dans ses notes, et les trois autres qui regardent Fibre en rigolant. C'est vraiment un grand moment. Mais c'est à crever de rire, en fait, parce que Fibre, il a la main plaquée à son visage pendant toute la séquence pour s'empêcher d'exploser. Il y a un moment, ils confondent Amaury et Estienne, et lui, il est là, il a la main comme ça, il en peut plus. Et puis t'as la scène, oh là là, cette scène où Nicklas mime le retournage de tête collé à sa main vers lui, mais ce mime sérieux. Enfin bon, moi je regarde toujours un peu les commentaires sur la vidéo YouTube. Il y a un mec qui a mis heureusement qu'ils lisent 0 leurs notes, sinon on n'aurait pas ces dingueries, et c'est vraiment ça. Merci pour la capture. En vrai, j'aime trop. C'est tellement beau de les voir comme ça. Ils sont magnifiques. Oh, ce moment est parfait. Mais comme on l'a entendu, ils sont obligés de mettre la question de côté pour le moment, car l'examen se poursuit. Les réponses du mage sont approximatives. Clodomir affirme même qu'Arya et Akaba ne sont pas spécialement en guerre. Il affirme aussi qu'il n'utiliserait pas sa magie de manière violente, même pour venger son maître. Et malgré ça, il passe magicien de niveau 2 et renforce ses pouvoirs. Il devient aussi magicien de la nuit. Ce sont des magiciens secrets liés à la couronne d'Arya et voués à la protéger de tous les dangers. Fibre, par la voix de Mélanda, est tout de même agréablement surpris. Je cite à peu près « Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien finalement ». Et à la vue des prises de notes chaotiques du groupe, on le comprend. Moi, quand je pense que à la première écoute, j'avais trouvé ces réponses éclatées, mais je connaissais pas encore bien le groupe, je crois, et je savais pas que ça relevait de l'exploit d'avoir déjà quand même répondu comme il a répondu. Mais il y a quand même
je trouve beaucoup d'omissions, et de demi-vérités dans ce que raconte Clodomir. Mais oui, il dit pas grand-chose au final. Hein. Et puis bon, il rate le Akaba Aria, mais en vérité, on en a déjà discuté. C'est pas si évident que ça de relever la guerre qui se prépare. Ouais, ça m'avait pas choqué plus que ça parce qu'effectivement, sur Aria, on voit pas énormément de traces, il y a pas de combat et au final, on est plus sur un gros problème diplomatique qui est en train de vraiment s'envenimer que sur une guerre de territoire. Ouais, mais C'est bon, Erkep a raison, tu vois, il dit l'eau ça mouille, le feu ça brûle, tu vois, il dit des trucs comme Oui. ça. ouais, Il dit quand même je que Arya et Akaba, ils ont des bons rapports, quoi. Alors qu'ils étaient oui, engagés oui. pour une croisade contre Akaba il y a 2 Bah, épisodes. je pense que ouais, effectivement, là, on a vraiment un MJ qui est bienveillant et qui Ouais. permet Ouais. aussi à l'histoire C'est ça, de finalement je crois avancer. il est juste content que Daz prenne le truc au sérieux. Parce que ça, c'est vrai, Daz la joue assez premier degré, et c'est pas trop son style. En général, il a tendance à faire des petites blagues en toutes circonstances. Et là, il est assez sérieux, et je pense que Fibre a voulu récompenser cet aspect-là. Ouais, je suis d'accord aussi. Et d'ailleurs, pour le récompenser, Clodomir est maintenant mage de niveau 2, donc il peut conserver 2 cartes, toujours en main, sans avoir à les utiliser immédiatement et l'équipe, entend aussi pour la première fois le nom d'un mage très puissant, qui est censé devenir l'objectif ultime de Clodomir, Tamerlane. Et bien sûr, tout le monde rigole à ce nom, comme beaucoup de joueuses des campagnes, alors qu'il s'agit juste du plus grand magicien de tous les temps, qui a mis fin à lui seul, la toute dernière guerre contre l'Osmanie. Bref, il y a plus de respect. L'examen fini, tous les indices de Fibre se mettent en place dans la tête des joueurs. Amaury avoue être le Tréherne recherché, mais il décide de pas le ramener tout de suite au vu de la précipitation avec laquelle ils ont dû quitter Aria. Le lendemain, la terrible nouvelle arrive. Ibolia est décédée. Plus que la tristesse qui passe rapidement, Atlan est bien embêté car celle-ci devait l'emmener à son manoir. Il décide de lire la lettre qu'il ne devait pas ouvrir tout de suite. Atlan, dans le jardin du manoir se trouve... Bouche les oreilles du gosse. Se trouve une Attends, rotonde... Voilà. Aide-le. Dans le jardin du manoir se trouve une rotonde et une statue de Dame Santa Sofia. Il y a une fonte sur le piédestal, inserte la dague familiale, le reste t'appartient. Et au final, c'est assez logique qu'Ibolia meure ici. La compagnie est alors obligée de prendre les commandes du navire et du commerce, personnellement, s'ils veulent vraiment avancer. On sent par là le MJ qui enlève les petits trous à ses joueurs. Puis de plus, à ce stade de la quête du noble, ils ont enfin réalisé que le manoir familial d'Atlan n'est pas celui d'Aria, comme Niklas a pu le croire pendant longtemps. Et du coup, l'île d'Alta Bianca devient clairement la destination du groupe, d'autant qu'elle est aussi à mi-chemin d'Akaba, et donc d'Irem, l'objectif ultime de l'alchimiste et de la guerrière. Je trouvais ça triste qu'Ibolia meure. J'étais déçue et si près du but, quoi. Je crois qu'ils étaient à 2 doigts de la soigner. Il s'ensuit une séance de recharge de potions et de négociation de marchandises. Ils se rendent compte qu'ils se sont fait arnaquer par Icare. Sur les 4 caisses de morue, 3 sont en fait remplies de cailloux. Bon souvenir, c'est là-dedans. Et ils promettent de se venger. Ils échangent leur robe avec du vin qu'on leur promet pouvoir vendre facilement à Alta Bianca pour le mariage du prince. Et Zal leur débloque aussi une nouvelle quête annexe. Une délégation d'Aria semble avoir eu des problèmes sur la route, car ils auraient dû arriver il y a 2 jours, ils n'ont toujours pas de nouvelles. Niklas, lui, il est resté avec Mélanda pour recharger ses potions, et ça se passe plutôt bien, notamment aussi au niveau de ses échanges avec la maître de Clodomir, puisqu'ils sont fructueux et assez cringe, sachant qu'il a toujours un enfant de 12 ans collé à la main. C'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai vraiment adoré ce moment. C'est un moment... On a compris ton rapport aux enfants. J'ai pas spécialement apprécié qu'Amaury soit présent. je tiens quand même à préciser. Mais c'est vraiment un moment tournant pour moi dans ma relation, et je mets aussi des guillemets, avec Niklas, parce que je trouve que je trouvais l'âme déjà géniale dans son interprétation. Là, je me suis vraiment dit, ok, tous les coups sont permis.
rien ne l'arrête. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre avec le personnage de Nicolas et j'adore vraiment ce personnage. Tu vois, le mec, il kiffe juste passer des bons moments, peu importe avec qui, peu importe les circonstances, oser des conséquences, et ça donne vraiment, elle est tout peut arriver, quoi, avec Nicolas. Et puis ça donne vraiment toujours le fibre dragueur, qui est mon perso préf. fibre qui drague, c'est trop trippant, les petits jeux avec l'âme, là, c'est trop bien. Et du coup, cette nuit d'amour avec Mélanda, moi, je la valide à 100%, je trouve qu'elle fonctionne très bien à ce moment de l'histoire. Je pense que c'est pas hyper pertinent ce que je vais dire là maintenant, mais en vrai, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, c'est comment il joue, enfin comment l'âme joue avec Amaury, comment il l'intègre beaucoup dans son jeu. En repensant à l'épisode que j'avais écouté et tout, j'ai pensé à Amaury comme s'il avait été vraiment présent. Et je trouve que ça, c'est vraiment très fort, hein. Bien joué. C'est clair. Donc Nicolas finit avec toutes ses potions rechargées, ainsi qu'un morceau de Gothica, une mousse noire. Vous vous demandez quels sont les effets de cet incroyable ingrédient en potion? Eh bien, vous le saurez jamais. Enfin, pas dans Game of Roll. Et j'en profite pour faire un coucou à Insomnia, une MJ de qualité, une joueuse émérite qui, à l'une de mes tables, a débloqué la potion de Gothica is the new fumigène. Vous savez maintenant. Un grand big up à toi aussi. Et by the way, son perso n'était même pas alchimiste à la base. Nicolas, prends-en de la graine. Pendant ce temps-là, les trois autres trouvent la roulotte de la dégélation. De la dégueulasse délégation. Pas facile. Faut la garder. Donc pendant ce temps-là, les trois autres trouvent la roulotte pour la... Pour la dégueulation. J'ai ri très fort. Pendant ce temps-là, les trois autres trouvent la roulotte de la délégation d'Aria, qui s'est abîmée au bas d'une falaise. Ketra descend pour l'examiner et trouve inconsciente Scalroun la miséricordieuse. Après très peu d'hésitation, et bien poussée par Clodomir et Atlan, la gladiatrice l'étouffe et lui vole son médaillon et son argent. Littéralement, 2 scènes après avoir juré solennellement la non-violence, on entend retentir dans la lande la douce voix de Clodomir s'exclamant « Tu l'as ! Tu l'as !» Rip Scalroun, PNJ si classe. Tu ne faisais que ton métier. Sans toi, Clodomir a maintenant la voix totalement libre pour faire le mal. Te consoler, dis-toi qu'il le fera bien. J'avais oublié que Scalroun se trouvait un bref instant vulnérable et c'était le bref instant de trop, quoi. Du coup, je pensais pas qu'elle allait mourir comme ça et j'avoue, je me demande, parce que Scalroun, chez nous, c'était un peu un danger récurrent et tout. Je me demande comment ça va se passer. Genre, j'ai presque peur que sans elle, ce soit plat. T'inquiète, il y a du lourd qui arrive. En tout cas, sur le chemin du retour, il rencontre un membre de la guilde des poissonniers qui apprend à Ketra que la tête de Clodomir est mise à prix dans tout Aria, et pas que la ville, dans tout le royaume. Et de retour à la chaumière, Ketra se renseigne sur le sceptre. C'est l'occasion d'un nouveau point l'or. On ne va pas tout vous refaire ici, mais ensuite il montre le médaillon. Mélanda reconnaît le symbole des miséricordieux. Clodomir parle aussi de sa tête mise à prix, et cela amène à des révélations qui déçoivent grandement la vieille dame. Clodomir a utilisé sa magie pour tuer, et elle lui demande de ne plus jamais le faire. Elle regrette même de lui avoir confié plus de pouvoir. La compagnie se recueille un moment sur la tombe d'Ibolia. Je ne te connaissais que trop peu, Ebolia. mais ta dévotion envers ma famille méritait le respect. Que ton âme soit bénie Par le pain. par le Comme pain, Béni. Comme par Béni. le pain que je chéris. Et je ne t'oublierai pas et sache que j'arriverai à découvrir le secret derrière que tu cachais et que ma famille me cachait. Et que je reviendrai dans 1 an, jour pour jour, sur cette tombe pour te rendre hommage. Tu le jures? Je le jure sur le dieu fleuve des poisson. morts. J'y vais. Une promesse qui n'engage que le cadavre qui ne l'entend pas. Après, j'ai calculé à peu près. La campagne commence à la fin du printemps, le mois des semis.
donc in-game. Il y a un hiatus de 6 mois pendant l'automne et une partie de l'hiver, et la campagne finit au printemps d'après. Ah bon, après, les temps de voyage de Game of Thrones sont calés sur la vitesse de ceux de Game of Thrones, hein. Donc au final, si Atlan est toujours en vie à la fin de la campagne, il a pu hors champ tenir sa promesse. Oui, OK, je me fais l'avocate du diable. Puis après tout, il n'a juré que sur le dieu Gobi. Ouais. Je ne t'oublierai jamais, je suis sûr qu'il ne se souvient même plus de son prénom. Donc de retour à leur bateau, une file de gens semble les attendre. Le premier, et ça va faire plaisir à Céladon, n'est autre que Bonne Fortune, qui vient négocier le passage vers Alta Bianca. Je me suis dit pareil, je me suis dit Céladon, elle est au top de sa life. Le retour du grand héros. J'attends de voir s'il aura une place aussi notable et remarquée que chez nous. En tout cas, ils acceptent en échange d'un petit entraînement pour la gladiatrice. Donc s'ensuit ensuite une kyrielle de gens. Donc d'abord, il y a 2 navigatrices, dont une, Formol, qu'ils engagent pour éviter les récifs jusqu'à Alta Bianca. Puis en vrac, un coffre mystérieux à livrer que Ketra prend malgré les réticences des autres, des lapins à vendre à Alta Bianca, et une commande de longue vue pour Zal. Ah, cette dernière petite quête, au final, elle est géniale, car elle est censée mener à l'un des PNJ les plus emblématiques de toute la campagne, de toutes les campagnes. Et il va lui-même être le donneur de la quête principale, qui n'est toujours pas arrivée. Donc souvenez-vous bien de ce moment. Et ils partent enfin. Le voyage dure 3 jours. Il est perturbé par diverses péripéties. D'abord, ils évitent des bancs de sable grâce à leur navigatrice. Ils perdent un lapin sur le bateau le 2e jour. Ils rongent les cordes. Ça les empêche de manœuvrer correctement. Et ils percutent un objet flottant. Un des enfants passe par-dessus bord en cherchant le lapin. Et il est sauvé par Ketra, qui perd à jamais la capacité de parler au lapin. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai écrit ça, mais en tout cas, elle le perd. Elle a fait genre un 99 à parler aux animaux. C'est ça. Et puis nouveau, on a une Ketra qui arrive pas à rester simple en communiquant avec les animaux. Ça continue de me faire rire. Elle est là face au lapin, elle est là. As-tu vu dans les 10 dernières minutes? Ah là là, ça me fait bien rire. Nina et Arcana, de beaux petits lapins. Pas de lapins sur les bateaux. Au final, c'est Fripouille qui le retrouve. Donc puis, Formol est retrouvée évanouie le 3e jour. Bon, spoiler du livre, en fait, elle est enceinte. Et je crois que elle s'évanouit parce qu'elle serre ses vêtements pour que ça se voit pas et qu'elle a trop chaud, je sais plus exactement. C'est ça, pour pas que ça se voie et pour être engagée. Elle ferme son juste au corps très très serré et du coup elle s'évanouit. Et d'ailleurs Fibre donne un indice sur ce passage-là. J'avais bien aimé ces passages. Il y avait beaucoup de mystères à bord et ça m'avait grave intriguée. Et d'ailleurs, je suis un peu restée sur. Il y a une force, mais en fait, c'était juste. Enfin bon. Ouais, ben je pense que tu as raison de le souligner. C'est fait exprès pour aussi pointer du doigt Bonne Fortune. Et en fait, c'est un faux indice, une fausse piste. Je trouve aussi qu'il se passe toujours tellement de choses pendant les voyages dans Aria. La mécanique des péripéties procédurales, c'est très, très cool. Ça fonctionne toujours super bien et ça évite que les joueurs minimaxent trop sur leurs compétences, en s'entraînant à tout et n'importe quoi. C'est classique, mais c'est très finement gamifié par Fibre. Et Bonne Fortune, puisqu'on parle de lui, leur apprend qu'ils ne pourront pas vendre leur vin, car les stocks sont déjà pleins pour le mariage. Mais il a une solution, et en échange, il leur demande de le retrouver à 3h du matin, le soir du mariage en pleine mer. Ketra accepte, et l'assassin leur explique son plan. Les caves d'Aria ne sont pas cachées sous le château, mais elles sont à l'air libre, à flanc de falaise, enfin, elles sont sous le château d'Alta Bianca, et construit sur une falaise. Et, si ça venait à s'écrouler? Non, même pas. Vous pouvez monter par la falaise, jeter les tonneaux par-dessus bord, et même leur vendre leurs propres tonneaux. En tout cas, si la veille du mariage, ils se retrouvent sans vin, oui, ils vont avoir des soucis. Le dernier jour, un lézard fantomatique de 3 mètres saute sur le pont. Ketra tente de lui parler, sans succès, et Clodomir finit par laisser parler sa magie. À l'aide d'une reine de cœur, ils apprivoisent la créature qu'ils rebaptisent pour l'instant François Fillon. Alors je sais que c'est un running gag un peu facile à souligner, mais quand tu vois la joie
que dis-je, l'extase dans les yeux de Lydia quand elle réussit à récupérer la carte de Daz. Tu ressens vraiment tout son amour pour le loot, quoi. On dirait vraiment une petite fille qui a commis un méfait. Elle est là, elle arrête pas de jeter des petits regards à Daz, tout machiavélique comme ça, tout en étant hyper fière d'elle. C'est adorable. Ah ouais, non, c'est une super mécanique, apprendre la magie, pouvoir récupérer cette magie qui est si rare et si précieuse. Et puis alors sur le personnage de Lydia Ketra, c'était parfait. D'ailleurs, secret du JDR papier, le fameux lézard est lui au service du dieu exilé à la poursuite de l'ennemi, dont il a senti la marque sur la main de Niklas. Et on retrouvera les lézards bleu-vert fluorescents dans le Fibreverse, puisqu'ils font partie du bestiaire rencontré dans l'actuel Playstar La Grande Roue. Merci. J'avais super envie que c'était que ce gros machin et j'ai beaucoup aimé ce passage. C'était super bien vu de l'apprivoiser. D'ailleurs, moi, quand j'ai eu le livre en main, il y avait 2 choses pour moi. Évidemment, le fameux labyrinthe, et puis le secret de Sang-Froid Fillon. J'étais vraiment hyper intriguée parce qu'au final, on savait rien sur lui. Enfin, je ne vais pas expliquer comment il part, mais il part un peu comme ça, sans explication. Et il y avait ce lézard fantomatique aussi magnifique que mystique, et on savait rien sur lui. Et puis voilà, je trouve que c'est un des personnages les plus marquants de Game of Thrones, et je suis contente qu'on ait enfin le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter l'épisode suivant, et au tout début, ils disent le lézard sans froid-fillon. Donc je pense qu'il a été renommé entre 2 parties. Ah ouais. On le voit pas. Ouais. Certainement. La houle se dissipe. On n'a pas rencontré Mardonius. Dans le c'est bon. rougeoiement du soleil levant, vous voyez une grande falaise qui se dresse depuis la mer, au sommet de laquelle s'élancent vers le ciel les tours fines, blanches, irréelles du palais royal d'Alta Bianca. C'est beau. Comme des C'est beau, oiseaux hein. posés sur la mer, de grands navires aux voiles blanches convergent par dizaines de toutes les directions vers le port de la plus riche des cités du monde. Oh là là, Chez moi. bling, Le bling. port se trouve de l'autre côté de l'île, donc l'île est une grande ville. Votre navire contourne le phare d'Alta Bianca, qui se dresse au sud de l'île. Vous découvrez alors une cité bâtie sur le gros rocher faite d'arches immenses et de manoirs luxueux. Une chaloupe vient à votre rencontre. Dans cette ville, vous allez vivre de grandes aventures, mais ce sera pour la prochaine fois. Ah là 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 là. Ah, je sentais venir la fin, je me suis dit à quel moment. Et oui. Ah, déjà, le jour 1 de voyage, je me suis dit, c'est la fin. Et c'est donc la fin de cet épisode. Désolé pour la fin, justement, le résumé était un peu laborieux. Beaucoup de discussions sur un sujet qui se résume en une ligne. De la bicrave, comme dirait ce cher Daz, ou des rencontres expédiées devant le bateau. Pas facile de rendre tout ça passionnant, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Mais sinon, donc maintenant que c'est fini, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire dans cet épisode? Je voudrais encore enfoncer le clou sur le fait que c'est un épisode important, même charnière, je dirais, parce qu'on a des moments qui vont vraiment changer la mécanique. Déjà, on a la mort d'un des principaux antagonistes, comme tu disais, Céladon. C'est vrai que la disparition de Scalroon va changer beaucoup de choses. On a le level up de Clodomir, et puis on a surtout l'arrivée des enfants, parce que jusqu'à la fin, souvenez-vous, ils vont jouer un rôle super important dans la campagne et dans le lore de la campagne. Et puis, comme je le disais, c'est dans cet épisode 6 que démarre le côté Arche de Noé de la compagnie Créance. Parce qu'au départ de Vandermeer, je me souvenais plus, mais ils acceptent toutes les quêtes. Ils sont un peu hésitants, les autres, et Ketra, elle est là, allez, hop, montez à bord. Ils embarquent tout le monde, et on sent vraiment que l'aventure, elle prend une toute autre tournure, qu'elle commence vraiment au sens large du terme. Ils se refusent plus rien. Eh bien, du coup, on va passer au point lore. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Le point lore sera aujourd'hui sur le gang de Petites Poules et le fort de l'Étoile du Matin. Zora la rousse, ton nid est fait de mousse et tu dors à la belle étoile. Ça y est, Maître Glicao a définitivement perdu la boule. Vous dites-vous, vous avez peut-être raison, alors que vous pensiez logiquement que je vous parlerai aujourd'hui de Clodomir de Cuivrechamp et des mages d'Aria. Eh bien non, je vous garde ça pour plus tard, car cet épisode-ci est pour moi une Madeleine de Proust. Quand j'écoute sa première partie, et je vais me focaliser finalement sur les fameux petits stagiaires. En effet, Fibre a confié dans ses streams que le fort de l'Étoile du Matin
La bande de petites poules et Dawib Cannabis, sa chef, lui ont été inspirés par une série jeunesse que les moins de 20 ans et même les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Il s'agit de Zora Larousse, série diffusée en 1981 dans Récréa 2 en France. Elle-même, cette série tirée d'un roman allemand qui donnera plus tard un film en 2007, des BD et plein d'autres œuvres multimédia. Et c'est un programme que je regardais sagement quand j'étais très petite, quelques années même avant la diffusion des Mystérieuses Cités d'Or aux mêmes horaires. Un autre programme qui va inspirer Fibre et les Mondes d'Aria. Dans la série originale, Zora est une jeune orpheline vivant dans un village croate de pêcheurs dans les années 40. Elle est surtout la chef d'une bande de gamins des rues, affamés et dépenaillés, survivant grâce à de petits larcins. Leur quartier général se situe dans un ancien château fort abandonné en aplomb du village, le fameux fort de l'étoile du matin. Les enfants se nomment entre eux les Uskok, terme désignant des pirates. La petite Zora va se lier d'amitié avec Branco après l'avoir fait évader pour un vol que le jeune garçon n'avait pas commis. À partir de là, les aventures télévisées commencent. Les enfants ont très mauvaise réputation auprès des habitants, mais ils sont parfois aidés par des braves gens. Et heureusement, ils connaissent les meilleurs passages, les meilleures cachettes, sont très agiles et surtout ils courent beaucoup plus vite que les gendarmes bedonnants. Ils vont se confronter surtout à un riche pêcheur qui les préférerait mieux derrière les barreaux. Mais tout cela finira très bien grâce au pouvoir de l'amitié. Ils finiront par triompher et même par être réhabilités, eux et leurs amis. La série, elle est très chouette et elle est bien réalisée pour l'époque. Bien sûr, le public actuel n'est plus du tout la cible, mais le générique français est très entraînant et est resté dans l'esprit de l'enfant de la télé que je suis, au même titre que celui de L'île aux enfants. L'originalité de cette production européenne, c'est aussi qu'il ne s'agit pas d'un énième dessin animé ou manga, mais bien d'une série filmée avec de bons acteurs, notamment les enfants. La post-synchro du doublage, par contre, c'est une catastrophe. Après visionnage de la série, en cherchant bien, on peut la trouver en DVD. On note vite des similitudes avec la bande de petites poules. Dans l'actual play, Dawib, donc Zora, est aussi la chef du gang. Icar, le bourgmestre, le riche marchand, aimerait bien être débarrassé définitivement du problème. Mais Branco, l'orphelin pauvre, est remplacé ici par Amaury, le gosse du riche insupportable qui veut prendre la place de Dawib sans jamais y arriver. Comme dans la série, les enfants expriment vite leur désir d'être indépendants, de voyager sur leur propre navire, et ils sont aussi fascinés par les pirates, donc les Uskok, au point de vouloir en devenir eux-mêmes. Après avoir longtemps hésité, les créances les embarquent littéralement avec eux, et c'est l'un des moves les plus cool et les plus touchants de cette équipe de chaotiques pas toujours bons. Ainsi, ils se mettent du côté des braves gens de la fiction. Il faut dire aussi que les créances sont à ce stade de l'aventure plus souvent du côté des fauteurs de troubles, eux aussi, et voient vite en cet équipage des mini-versions d'eux-mêmes, les fameux stagiaires. Pour en revenir à la série, Zora Larousse, c'est une ode à l'amitié, à l'esprit de rébellion, à l'aventure avec un grand A. C'est aussi un bel exemple d'égalité. Si Zora est la chef car c'est la plus forte et la plus courageuse, Branco fait avancer l'aventure par son esprit d'entreprise. Finalement, c'est leur association qui résout tous leurs problèmes. Un prix Zora Larousse a d'ailleurs été créé et décerné en Suisse de 1991 à 2006 pour récompenser les projets transmédia jeunesse qui traitent de l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand on connaît le credo de l'actuel play Game of Roll, la bienveillance et l'inclusivité dans le JDR, on se dit que c'est dommage que le prix n'existe plus, car le jeu l'aurait amplement mérité. Trop bien, merci. C'est clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, du coup, on va passer aux stats. Je peux faire un apaiser les cœurs. Vas-y. Un peu de cœur de Gérassi. 92.
Alors, cet épisode nous offre un timide 60% de réussite globale, ce qui en fait le moins bon épisode jusqu'à présent, mais ça veut pas dire pour autant que tous ont fait une mauvaise performance. Alors oui, il est vrai qu'ensemble, Lame et Lydia ont raté plus de la moitié de leur jet, ce qui est pas ouf, mais Clodomir s'en sort plutôt bien. Il est une nouvelle fois le MVP, et il a 20% de réussite critique sur ses lancers, avec un 0,5 et un 0,8. Je vous le donne en 1000. Personne? Clodomir? Non? Ça va. Non. Ok, bon bah en perception. C'est logique. Je le perceptionne. Exactement. Atlan s'en sort quant à lui pas trop mal, même s'il est toujours le roi de l'échec critique. C'est assez simple, avec 2 rives, c'est j'ai raté, c'est généralement des échecs critiques. Il en a fait pas moins de 11 depuis le début de l'aventure, ce qui est évidemment le record absolu. Il y aura eu 30 jets de dés durant la soirée, un joli chiffre tout rond, ça fait plaisir. 30, c'est le nombre de morceaux présents sur l'album blanc des Beatles, c'est aussi le nombre de lunes de la planète Saturne, et le 30 signifie aussi la fin d'une transmission dans le code de sténographie télégraphique, rien que ça. Donc si vous voulez envoyer un télégramme, sachez que vous devez terminer par 30. Ils auront pas mal morflé pendant cet épisode, avec 11 points de vie perdus au total, ce qui est beaucoup plus haut que la moyenne habituelle, dont 6 PV infligés en autogol. Ah, le bon vieux temps. Souvenez-vous, Atlan avait déjà poignardé Niklas dans l'épisode 3, lors de leur combat contre Gérassi. Donc cette fois, il n'y a pas été de main morte. Il lui a infligé 5 points de vie sur, penses-tu, un 92, bien évidemment. On est donc sur un total de 8 PV infligés à Niklas par Atlan. Moi, je serais l'âme, je me tiendrai quand même mes distances à partir de ce moment-là. Ça aura pas mal picolé aussi pendant l'épisode, avec pas moins de 5 trinquages, dont un pour fêter le level up de Clodomir et un autre pour pleurer la mort d'Ibolia. Autant vous dire que c'était un épisode bien rempli. Et à titre indicateur, ils ont déjà trinqué 22 fois depuis le début de la campagne, avec une moyenne de 3,6 trinquages par épisode. Ils auront jeté un sort, balancé une potion, collecté un total de 20 caisses de choses et d'autres, et ils auront accueilli pas moins de 11 nouveaux passagers à bord, dont 6 enfants, 2 lapins et un lézard géant. Ils auront accepté 6 nouvelles quêtes, en auront terminé 3 et auront appris 2 nouvelles compétences. Pas mal, pas mal. Nous pouvons aussi ouvrir une nouvelle catégorie, avec ce que moi j'appelle le compteur de personnes tuées par Ketra sous l'influence du mansplaining. On en est à 1 dans cet épisode parce qu'après une longue négociation, la gladiatrice a finalement accepté de zigouiller Scalroon avec délicatesse. Je cite « Je l'aide à mourir, point. Je l'étouffe légèrement, point. » Ouais. Je l'étouffe légèrement. Je l'étouffe légèrement. Et puis j'ai aussi hésité à rajouter Ibolia au compteur, parce que même s'ils l'ont pas tuée et qu'ils se sont finalement souvenus qu'elle était occupée de Canet, ils se sont pas non plus pressés pour la sauver. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais couper la poire en 2, et je propose d'ajouter un meurtre et demi au compteur. On a donc un total de 28 morts et demi, ce qui reste toujours tout à fait honorable. Une petite pensée donc pour ces 2 femmes de panache qui, depuis leur tombe, se demandent probablement où est passé le respect. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ah, c'était trop bien. Mais merci à toi. Et du coup, maintenant, on va passer à la prédiction de Célano. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Salut. Alors, comme je l'ai dit, du coup, on commence à arriver à un moment où je me souviens. J'étais là. Du coup, je pense que, enfin, je sais pas, les prédictions, je pense que elles seront un peu, peut-être moins marrantes. Du fait, c'est parti. Alors, Alta Bianca, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Je pense que tous les conseils de bonne fortune... Oula, pardon. Je pense que sous les conseils de bonne fortune, ils vont ruiner la cave de vin, donc entre guillemets cave, parce que je crois que c'est pas vraiment une cave, mais plus un espèce de gros tonneau, il me semble. Et du coup, ce conseil, il va le donner avant le mariage, je pense, parce que sinon, ça fait pas trop sens. Alors, je profite pour noter à quel point on peut être encouragé à faire des bêtises dans Aria, parce que là, c'est évident qu'ils vont faire des bêtises.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont pas louper une chance de se faire de l'argent et enfin, ils sont tellement gourmands. Donc, ils vont peut-être assister au mariage, s'ils parviennent à s'introduire parce que enfin, alors ça, c'est un truc, je sais pas si c'est faisable, mais j'aime énormément les scènes de fête proposées par Fibre Tigre et honnêtement, ça me plairait franchement de voir ça. Par contre, lorsqu'ils viendront récupérer Bonne Fortune à 3 heures du matin, ça m'étonnerait pas qu'ils le laissent en plan en voyant qu'il est pas seul et là aussi, je suis très curieuse de savoir comment ça va se passer. Comment est-ce qu'ils vont gérer, Bonne Fortune? Parce qu'ils sont beaucoup moins sympas que nous, que ce qu'on a été. Et il y a autre chose aussi que j'avais pas prévu de dire dans ma prédiction. Du coup, là, c'est plus une prédiction sur le long terme, mais parce que, je crois que c'est Anna qui a réveillé, quelque chose dans mon esprit. Je me dis, peut-être, il y a moyen que Scalrune, le remplaçant de Scalrune, il soit pire, mais franchement pire et que, il y ait, un peu, des fessées qui vont peut-être se prendre, une paire de claques. Enfin bon, voilà. Je pense que si c'est le cas, ça va être très, très intéressant. Je suis très curieuse de voir parce que ça m'étonnerait pas que Fibre Tigre les punisse pour, cet acte, très barbare d'avoir, étouffé Scalrune alors qu'elle avait, clairement besoin d'aide. Hé hé, wait and see. Je souligne ta première phrase. Alta Bianca, ça va être vraiment très intéressant à suivre. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tellement hâte. Mais c'est vrai que toi, Céladon, c'est là où t'es arrivé dans notre campagne. T'avais pas commencé avec nous et t'es arrivé à Alta Bianca. C'est vrai que maintenant, tu sais à peu près ce qui va se passer, mais ils ont vraiment pas fait la même chose que vous. Tu verras. Je vous avais regardé quand même. J'avais regardé les premiers épisodes. Je me souviens, en 2 semaines, j'ai dû faire les 18 premiers épisodes. J'ai dû les regarder hyper rapidement. Ouais. Et je me souviens 18 très épisodes. bien. On a été beaucoup plus lent. J'étais tellement nerveuse de jouer avec vous. J'étais tellement impressionnée. Je pense il y a peut-être qu'il y a des choses dont je me souviens moins bien, mais je me souviens de la douche de vin que j'avais pris en escaladant la falaise et je me souviens de Silariel / Heisenberg quand on était sur le bateau à boire des coups. C'est très marrant. Ok, et bien du coup maintenant on va passer à la question d'auditeur. Il y a une lettre que je te confie qui est là. Holy shit. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis. Alors, cette semaine, question de Maître Gibbon. Quel est votre personnage joueur préféré, donc de la saison 1, 2, 3, à ce stade de l'aventure? Et JB? C'est Atlan. Je réponds pour elle. Ouais, bon, je pense pas que ça vaille vraiment la peine que je prenne du temps de parole pour répondre. Même si j'avoue, Nicolas le partouzeur portera toujours une place spéciale dans mon cœur, voilà, c'est dit. C'est plus l'alchimiste et sa feuille de perso. Le partouzeur, c'est un nouveau... C'est ça. Un nouvel archétype. Nouvel archétype. Et toi, Céladon? J'étais pas prête. Alors, je pense que la personne qui m'impressionne le plus, c'est sûrement Fibre Tigre. J'adore comment il joue les PNJ et comment il guide les joueurs. Alors, du coup, tu l'as pas encore dit, Maître Likao, mais les prédictions, tout ça. Du fait, c'est l'alchimie du groupe qui fait que ça fonctionne. Ils sont vraiment admirables parce qu'ils jouent à 100% leur perso. Et ce que j'apprécie vraiment, au final, je pense, c'est leur complicité. Et toi, Erkep? Ah, pour moi, la fourberie d'As Clodomir est inégalable. Il y a toujours des plans foireux, des mensonges. Dès qu'il ouvre la bouche, une fois sur deux, c'est pour dire un mensonge. Et ça m'éclate. Et bon, c'est lui mon préféré. C'est peut-être aussi parce que, en général, j'aime beaucoup ce que fait Daz, même sur ses streams et sur le reste de ce qu'il fait sur les internets. Et du coup, il me fait beaucoup rire. Et toi, Maître Likao? Puisqu'on me le demande. Eh ben, pas d'opinion, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas de préféré puisque, comme la colle Céladon, c'est l'alchimie du groupe avec le MJ qui m'ont fait aimer Game of Roll. Après, j'ai dit que c'était pas tout à fait la même chose sur la saison 5 et 6, mais sur la saison 1, 2, 3,
pour moi, ils ont tous et toutes des points forts et des points faibles, mais ensemble, la compagnie Créance, elle est imbattable et surtout inénarrable. Et c'est donc la fin de ce 6e épisode de Oh là mon brave. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, pardon, avant qu'on se dise au revoir? Oui, je voulais faire un petit coucou, et une petite reco. Donc, notre Scalroon préféré, Tiny Nounours, a commencé à me jeter, la campagne d'Aria avec une super équipe. N'hésitez pas à venir les écouter sur le Discord de la Dice Rolling Tea. C'est trop bien. C'est l'occasion de lui souhaiter à elle, et à toute sa table, une aussi belle aventure que celle, dont vous nous avez régalé, toi Erkep et toute la table virtuelle. Moi, je continue dans les remerciements. Je remercie tellement de gens aujourd'hui. Je ne suis qu'amour. Mais je dois absolument remettre une couche et remercier une nouvelle fois Il meurt à la fin, qui m'a prêté sa base de données en fait pour ma chronique et sans qui ma vie aurait été bien plus compliquée ces derniers mois. Si j'avais été recensée, je me serais tiré une balle, je pense. Donc je pense qu'il écoute malheureusement pas Hola mon brave. Donc j'ai une petite mission pour les auditeurs du Discord de Fibre Tigre. J'ai besoin de vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le poker, donc c'est il meurt à la fin, et lui dire en masse qu'il est fabuleux, formidable, enfin trouver un adjectif, comme ça sans contexte, dans le chan podcast. Voilà, je compte sur vous, merci, bisous tout le monde. Ça sera fait. Et moi, pour une fois, j'ai une reco. J'ai Incroyable. commencé... Oui, et... Pour me reco, un peu de contexte, 36 cases My Life. J'ai cassé ma voiture et mon téléphone en même temps. Du coup, je devais partir au boulot à pied, j'avais une demi-heure de marche, et j'avais plus les podcasts que j'écoutais sur mon ancien téléphone. Et du coup, j'ai enfin téléchargé une reco de Anna June, un podcast d'Actual Play, qui s'appelle Le Mythe de la Taverne. Et c'est vraiment excellent. Donc j'ai déjà écouté une saison, et j'en suis à la moitié de la saison 2. C'est pour ceux qui écoutent Game of Thrones, je suppose que la plupart de nos auditeurs en font partie. J'imagine. Mais vraiment, Game of quoi? c'est vraiment ce genre d'ambiance. Le MJ est super, le son est génial, je suis jaloux. Et vraiment, j'ai pas grand chose à dire à part de vous dire d'aller écouter. Il y a vraiment je sais pas, les joueurs sont trop bien, le MJ est bienveillant, l'ambiance est bonne, c'est fun à écouter. Voilà. Pourtant, j'écoute pas beaucoup d'Actual Play en dehors de Game of Thrones parce que souvent ça m'ennuie. Mais là, non. Vraiment, je m'éclate. Et c'est hyper bien monté. Le choix des Ouais. musiques, le choix des ambiances, des cuts, c'est vraiment une prod de qualité. Et puis c'est une équipe, ils sont adorables. C'est des gens géniaux, d'une douceur et d'une gentillesse inégalables. Vraiment, allez écouter. En plus, j'ai plein d'autres recos que eux, mais si vous aimez spécifiquement Game of Thrones, c'est l'Actual Play qui s'en rapproche le plus, je trouve. Foncez, ils sont formidables. Et toi, Céladon, est-ce que tu as une reco? Alors, en fait, il y a un truc dont j'aurais bien aimé, enfin, j'aimerais bien parler, mais je sais pas si c'est très très pertinent. C'est parce qu'on a vraiment très très brièvement évoqué, je crois, la maison de Mélanda, le fait qu'elle soit plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et du coup, je profite un peu de ce minuscule petit truc pour faire comme tremplin. Parce qu'il y a un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle La Maison des Feuilles et ça parle d'une maison comme ça qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a tout un labyrinthe, etc. Et le livre lui-même, dans sa conception, est très intéressant. Et c'est un livre que j'ai adoré. Du coup, rien à voir avec l'ambiance d'Aria, rien à voir avec le jeu de rôle. Mais voilà, si vous aimez le mystère, et je ne peux que recommander ce livre. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Après, je pense que c'est assez particulier quand même. Ça donne trop envie du peu que t'en as dit. Oui. Et puis souvent les JDR sont inspirés de livres, donc qui sait? J'ai presque si je commence à en parler après, je m'arrêterai plus, mais On va faire un hors-série. Ah oui! Les recos de Céladon. Après, si vous le lisez ou si vous avez un avis sur le livre, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ok.
Eh bien, merci. Et cette fois, c'est donc vraiment la fin de cet épisode. Donc cette fois-ci, on prévient, ce sera le dernier pour cette saison. J'aurais aimé qu'on boucle aussi la saison 1 avant l'été, mais j'avais largement sous-estimé la difficulté de réunir 4 personnes pour faire un podcast. Et donc on se retrouve en septembre pour la suite des aventures de la compagnie Créance. D'ici là, peut-être quelque chose au milieu de l'été, mais on va pas trop en dire parce que on n'est pas sûr. Et peut-être qu'il y aura juste rien. Le néant. En tout cas, merci encore de nous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc @olamonbrave, et sur le Discord de la table virtuelle. N'hésitez pas à nous laisser les fameuses 5 étoiles pour mon ego surdimensionné, ainsi qu'un petit commentaire sur votre plateforme préférée. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, bonnes vacances à ceux qui en prennent. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bel été à Bisous. tous. Laissez 5 Ciao. étoiles, bisous. Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Zora rebelle, Zora l'espoir t'appelle, toi la sauvage au cœur pur, au cœur pur. Pieds nus dans ta course, tu vas toujours vers la source de la liberté. Poursuis ton rêve pour qu'un jour nouveau vous se lève sur le monde entier. Zora la rousse, ton lit est fait de mousse et tu dors à la belle étoile. Zora fidèle, Zora tu as des ailes accrochées à ton idéal. Toi tu mords la vie comme un fruit qu'on a volé. Dans de loup et dans de lait tu vas le partager. Tu sais bien demain le soleil sera plus beau. Tu sais bien demain le réveil sera plus chaud. Pour tous ceux qui ont ouvert la cage d'un oiseau. Ta vie a un goût d'aventure. Zora rebelle, Zora l'espoir t'appelle. Toi la sauvage au cœur pur, au cœur pur. Pieds nus dans ta course, tu vas toujours vers la source.